série majeure, série importante qui marque la fin d'une ère et le début d'une, justement. On va pas aller plus loin, on va commencer avec deux équipes qui ont marqué justement le début des années 2000 et même la suite. On va aller directement dans le fond du sujet. Lakers Spurs, série de playoff demi-finale de l'année 2003. Les gars, sur quoi vous commencez? Qu'est-ce qui vous a le plus percuté? Déjà au niveau de la saison concernée, les Spurs finissent premiers à l'Ouest, hein, d'accord? Les Spurs finissent premiers à l'Ouest avec un Tim Duncan MVP. Il finit, je crois, avec 23 points par match, un truc comme ça. Le mec est tout simplement, en plus c'est son doublé en termes d'MVP puisqu'il est déjà en 2002. Et concrètement, cette série marque la confirmation du niveau de joueur qu'il est. Et par rapport aux Lakers, ça a été quand même très compliqué. Ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que pour embrayer avec toi de ce trafic, c'est que il y a une usure quand même de la victoire. Hein. Il y a une usure. Pas que une usure de la victoire, mais aussi une usure physique des joueurs. Kobe se blesse dans la saison au genou. Shaq commence à avoir beaucoup de problèmes avec son orteil, qui doit impérativement opérer. D'ailleurs, il manquera 15-16 matchs dans la saison. Phil Jackson, qui est le coach, qui commence aussi à souffrir. Toute l'année, il avait du mal à respirer. Et d'ailleurs, pendant la série de playoffs, il fera une angioplastie en urgence. Problème de fatigue, hein. Oui, beaucoup de fatigue. Il était fatigué. Et il savait pas pourquoi, et c'était dû à une artère qui était bouchée à 90%. Rien que ça. Et voilà, mais les Spurs étaient totalement favoris. En tout cas, pour moi, c'était le favori. Premier de conférence Ouest, troisième équipe au defensive rating, septième équipe au offensive rating, là où les Lakers étaient seulement 19e au defensive rating. Ils étaient favoris, les Spurs. De toute façon, ils finissent 5e même de la conférence Ouest cette année-là. Pour faire un petit récap rapide sur leur parcours en play-off. Donc, les Lakers, ils jouent contre les Timberwolves au premier tour. Ils gagnent 4-2 facilement. Les Spurs, ils jouent contre les Suns, 4-2 aussi. Et puis, la fameuse demi-finale qu'on attend tous entre les Spurs et les Lakers. Je te coupe. Ouais. En saison, il y a eu 4-0 pour les Spurs contre les Lakers. Ouais, exactement. Alors moi je dirais pas forcément favori. Je ne dirais pas forcément favori. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les stats que vous avez annoncées présentent comme quoi les Spurs sont devant, mais en fait, comme vous le savez bien, comme vous le savez, si, c'est ce que t'as dit. Oui, non mais il y a aussi en termes d'effectifs, il est plus étoffé l'effectif des Spurs. Mais quoi qu'il arrive, avec un banc, déjà il y a un banc. Quoi qu'il arrive, on en parlera du banc, ouais. Sortir un champion en série de playoffs n'est pas la même chose qu'en saison régulière. C'est pour ça. C'est un triple champion. Voilà, un supplice, hein. Faut quand même. Merci le Lakerman. Tu peux nous remettre à jour là-dessus. Et en effet, sortir une équipe championne, ça demandera toujours beaucoup plus d'efforts psychologiques et émotionnels, ce que vont parfaitement répondre les Spurs. Et en effet, concernant les Lakers, bien que alors, pour terminer avec le premier tour de série de playoff face aux Timberwolves de Minnesota de Kevin Garnett, en fait, ça s'est joué à pas grand chose de cette série-là. Pourquoi? Parce que au match 3, les T-Wolves reprennent l'avantage du terrain parce que les T-Wolves étaient 4e à l'Ouest. Ils battent les Lakers au Staples Center. Bon, ensuite, après, les Lakers font 3 matchs d'affilée de suite. Mais quand vous regardez bien la série des matchs, parce que moi, j'ai quand même bien regardé cette série-là, on voit quand même que les Lakers, c'est compliqué de continuer à garder ce même niveau de jeu à très haut niveau en série, sur toute une série de playoffs. Et contre les Spurs, on va rapidement s'apercevoir des lacunes des Lakers. Rafik, tu voulais dire une chose avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, tu disais que c'était compliqué émotionnellement, mentalement de battre un triple champion. Un champion tout court, hein. Oui, un champion tout court. Mais c'est aussi très difficile émotionnellement et mentalement pour un champion de rester champion. C'est difficile. C'est pas que difficile pour les challengers, mais c'est aussi, et je pense que c'est même plus compliqué pour un champion de le rester. De rester sur le top, ouais. Mais après, ils avaient cette ambition de faire un forever, ce que aucune équipe n'avait jamais fait avant. Depuis les Celtics. Mais bon, c'était les années 60. Ce qu'on veut mais dire, ça compte quand même. Oui, mais c'est une autre époque. Il n'y avait pas le même nombre d'équipes. Il n'y avait pas la même intensité, etc. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, faire un forever dans les années 2000, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire et cette équipe serait rentrée définitivement dans l'histoire de la NBA. Tout à fait. Je sais pas pour le Game 1, moi j'ai bien observé ce match-là. Alors moi j'ai été très impressionné par la défense des Spurs qui a épuisé concrètement les Lakers et surtout un joueur qui pour moi a été assez isolé,
c'est Kobe Bryant. En fait, cette série même de playoffs en elle-même a mis en avant, on va dire les problèmes internes qu'avaient les Lakers au niveau relationnel. Ça s'est quand même bien vu sur le terrain. Pourquoi ? Parce que j'ai moins vu des joueurs concernés en termes de déplacement sur le terrain, notamment au niveau offensif. J'ai vu beaucoup Kobe Bryant tenter beaucoup de choses. On a vu de toute manière, on connaît son talent, on n'est pas du tout à remettre en cause. Mais par il est exemple, trop fort sur la série. Je suis pas du tout d'accord avec toi là. Il est trop fort sur la série. Alors pour terminer mes propos déjà messieurs, hein, ce serait quand même déjà bien parce que je vous comprends. Moi j'ai des stats majeures par rapport au Game 1 avec déjà 19 ballons perdus du côté des Lakers. Donc s'il vous plaît quand vous me parlez Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais dire 19 ballons perdus de Kobe. Non, Kobe on a perdu 5 déjà. Donc enfin, il marque 37 points, 4 rebonds de passes décisives avec 16 sur 38 au shoot s'il te plaît. Non mais d'accord, mais enfin à côté de ça 16 sur 38, qu'est-ce que tu me racontes garçon ? Mais ce que je veux dire c'est que c'est le jeu de Kobe. Non, c'est un provocateur. Non. On est pas loin du 50%. Bah oui. En demi-finale on de est pas loin du conférence. 50%, c'est Avec sur 37 points. Et à côté de ça, t'as Shaq qui a 24 points, 21 rebonds, 3 assists et 4 blocs. Alors, et 5 ballons perdus. Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'en face, tu vois qu'il y a beaucoup plus, et c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus hétérogène. Le côté où les Spurs ont beaucoup plus de talent autour de joueurs majeurs qui ont réussi à faire la différence. Quand tu vois un Ginobili qui a 15 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions, c'est un très grand match de Manu Ginobili. Mais je suis désolé, Kobe, il doit se coltiner Bruce Bowen qui est en 2003 considéré comme le meilleur défenseur extérieur de la NBA. Et en plus, il n'y a pas que Bruce Bowen. Il y a aussi, quand il n'y a pas Bowen, c'est Ginobili. Ginobili, avec son activité, tout à fait. te fatigue. Donc, faire quand même un 16 sur 38, alors que t'es défendu par Bowen et par Ginobili, c'est très très fort. Il y a quelque chose qu'il faut quand même signifier par rapport à ce 16 sur 38 et même sur tout le reste sur la série. C'est que Kobe Bryant, en fait, se permet de faire des fois des 7 shoots d'affilée ratés. Il a des sessions où il marque beaucoup, 3-4 paniers d'affilée qui relancent les Lakers. Mais par contre, là où justement Phil Jackson n'est pas d'accord avec Kobe Bryant, c'est qu'il ne permet pas à son équipe d'amener cette alchimie offensive qui leur permet d'être dangereux dans le temps. Parce que Kobe va rater 7 à 8 shoots d'affilée plusieurs fois avec des ballons perdus. Je le répète, 5 ballons perdus. C'est qu'en fait, pour vous expliquer clairement c'est quoi? C'est que Kobe par exemple va rater 6 shoots d'affilée. Ça va permettre aux Spurs de dominer défensivement, même mentalement bien entendu, mais Kobe va avoir des relances par exemple de 5 shoots d'affilée, 4 shoots d'affilée où il va les mettre, et c'est pour ça qu'à la fin vous arrivez à un 16 sur 38 ou un 16 sur 34. Donc vous allez vous dire oh non, c'est 50%, 45%. Non. Quand vous regardez bien le game, vous voyez bien que Kobe Bryant perd beaucoup de ballons et n'est pas forcément efficient dans ce qu'il fait, et ça a été même critiqué par Phil Jackson dans son book sur cette série 2003. Attends, excuse-moi, mais ça là-dessus, vous pouvez pas il aimait pas Kobe à cette époque. Non, mais excuse-moi, pour le coup, ce que tu dis, la persévérance de Kobe, à savoir même s'il rate quelques shoots de 3, 4, 5 shoots de suite, c'est ce qui va aider les Lakers à revenir de l'enfer lors du Game 5. On en parlera un peu plus tard, son 4e quart-temps qui est exceptionnel, et c'est grâce à Kobe si les Lakers sont encore en vie. Alors par rapport pour terminer ce Game 1, excuse-moi hein, Jonathan, pour terminer ce Game 1, donc pour répondre à ce que tu dis, donc on a bien sûr, on a Shaq, parce qu'on reviendra sur le Game 5 bien entendu hein. Alors on a Shaq avec 6 fautes. Shaq avec 6 fautes qui sort hein, à 3 minutes 15 je crois de la fin, donc il reste du temps et on est à plus 6 pour les Spurs. C'est ça, quand t'as Shaq dehors, donc ça compte quand même bien entendu. Bien sûr. Les Lakers pourront donc en parler. Et on a un autre point majeur, comme j'ai dit, 19 ballons perdus. Mais t'as vu là, comment il fait la 6e faute? Le score 87 elle est bête, à 82. Tout à fait. Elle est bête. Hein. Ouais, tout à fait. Donc le score est à 87-82 pour les Spurs. Donc ça se joue à très peu de choses hein, au niveau de ce Game 1. Ensuite, on a le Game 2 où là concrètement, là ça a été, on va dire, les Spurs ont encore une fois appuyé sur leur domination défensive, hein, ça s'est quand même vu encore une fois, pression tout terrain, où ça a été très 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 étouffant. Alors même Derek Fisher, hein, qui a 3 points, qui est d'habitude très intéressant, qui a fait une saison à 40% à 3 points au niveau de la saison régulière. Là ça a été assez compliqué même au niveau du shoot, parce qu'en fait il y a une répartition au niveau du scoring côté Lakers qui est quand même compliqué, qui est très déséquilibré. et c'est ça le problème. Et Rafik, je vais te passer la main. On va essayer d'avoir une bonne transition. C'est que tout au long de cette série, on va voir de toute façon ces statistiques. Les statistiques de Kobe Shaq sont exceptionnelles, mais à côté de ça, c'est le désert de Gobi. Clairement, moi je trouve que à côté de ce duo, à part Medvedenko sur les 2 derniers matchs,
les autres joueurs sont absents. Robert Torrey fait un 0 sur 18 sur la série Sur à toute 3 la points. série. Alors que Robert Torrey, en playoff, on lui demande de mettre des 3 points. Exactement. Et en plus, bon, on parlera du Game 5 avec son 3 points qui rate. En fait, ce qu'on demande aux autres joueurs à côté de Kobe et Shaq, ils ont pas répondu présent. Ils ont pas répondu présent. Je suis désolé. Ils n'ont pas répondu présent. Et 2, Kobe Bryant ne fait pas de passes décisives. Il n'en fait pas. Sur la saison, il est sur 5 à 6 passes D sur la saison régulière. Hein. Ouais, il fait une saison à Le premier game. 5,9 assists. Voilà, Et 6,9 rebonds. Voilà, donc et le premier game, Kobe Bryant, excusez-moi pour répondre à votre question, je crois qu'il est à pratiquement, en termes de passes D, il a 2 passes D. Et le deuxième match, il en a une seule. Il en a 2 sur le match game 1, ouais, et sur le deuxième, effectivement, il en a une, ouais. Donc, Il faut aussi saluer Popovich qui a réussi à isoler Kobe Bryant, et Bruce Bowen avec Tout à ses fait. mains actives empêche à Kobe de faire des passes et le force à prendre des shoots très compliqués. Et d'ailleurs, pendant qu'on est dans le game 2, Bruce Bowen 27 points à 7 sur 8 à 3 points. Vraiment. Vraiment, Bruce Bowen, pour moi c'est le C'est le MVP du facteur match. X. C'est le MVP du match pour moi. Avec un Tim Duncan à 12 points, 13 rebonds, 7 passes décisives pour un joueur au poste 4. Bon, de toute manière, c'est le régulateur de cette équipe, on le savait. Et il n'avait pas d'opposition. Et non, Robert Torrey a été quand même dominé. Il y avait ça, pas de c'est même Tony clair. Parker. Mark Tony Madsen, c'est Tony Parker, c'est Samaki son match. Walker. Tony Parker, lors de ce game 2 aussi, il a un plus-minus de plus 30, il est à 16 points, il est à 4 passes décisives, 3 rebonds, voilà, une interception. Il est très propre dans son match. De la manière, le score le reflète, 114 à 95, où on a près de 7 joueurs des Spurs qui sont à plus de 10 points. Hein. Et de toute manière, quand tu fais un match à plus de 16 ballons perdus, c'est quand même très compliqué de pouvoir être performant côté Lakers. Rien qu'au premier match, il y en a 19. Là, vous en avez 16. Donc, c'est pour ça que quand vous me dites que Kobe a été excellent, quand on voit cet aspect-là, non. Surtout quand on sait que Ouais, c'est mais- Kobe. ouais, mais- Surtout quand il on était sait, très fort. surtout Attends, quand on sait que c'est Kobe qui est le maître au niveau de la créativité Lakers sur les lignes extérieures. Ok, mais c'est sur ça que quand vous dites que Kobe a été Est-ce que Kobe, justement, n'a parfois pas trop insisté parce que justement il voyait qu'autour de lui ça ne marchait pas, donc il a voulu prendre les choses en main. Quand tu vois effectivement, même moi je suis désolé, un Derek Fisher qui était le vrai wingman de Kobe, qui est décevant, je trouve, sur cette série de playoffs, est-ce que justement Kobe, et ce qui est tout à fait légitime, il s'est dit bon bah autour de moi de toute façon ça ne score pas, c'est pas assez efficace, c'est trop cadenassé par la bonne défense mise en place par Pop, donc je vais forcer. Je peux pas forcément dire ça parce que le collectif des Lakers s'était mis en danger là-dessus. En effet, Pop est là-dessus. Mais quand on regarde la différence de shoot au game 2, on a Kobe Bryant qui shoot 24 fois. Chaque 14. Donc il y a 10 shoots Mais c'est pas d'écart. pareil. Non, c'est pas que c'est pas Ah pareil. non, mais il prend pas des shoots à 3 points déjà, donc, Shaq. donc ne me parlez pas, s'il vous plaît, uniquement que des role players des Lakers, vu qu'également la grosse tête de l'équipe et le leader de l'équipe, que Phil Jackson a dit plusieurs fois, c'est Shaq. Donc quand vous avez 10 shoots d'écart entre les deux cocos, Non, mais je suis désolé. tu compares si la vous me parlez comparable, là. si vous me parlez de 10 shoots d'écart ou 15 shoots d'écart entre les role players, là je peux bien comprendre, mais là il suffit de Shaq aussi. Donc concrètement, cette série playoff a encore une fois démontré les lacunes relationnelles qu'avait cette équipe des Lakers. Déjà, Ça s'est déjà vu. Kobe a 6 tirs à 3 points sur ce game 2, 6 tirs à 3 points. Donc déjà c'est 6 tirs de plus que le Shaq. Donc déjà c'est plus de la moitié de ce que tu viens de dire. Mais peu importe. Bah non, pas mais peu importe, c'est parce pas le que- même style de mais jeu, c'est pas- normal. Mais et alors? Bah alors donc c'est normal qu'un joueur qui est aussi polyvalent que Kobe, qui peut marquer et dans la raquette et à 3 points, qui tire plus qu'un Shaq qui n'est efficace seulement que dans la raquette. Surtout qu'en plus dans la raquette, t'as quand même Duncan, t'as quand même Robinson. Bah bizarrement, Voilà. tu vois Shaq quand même. Duncan vois ne Shaq défendait avec- pas sur. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même. Ça peut arriver, ça arrive à Il y avait quelques quelques moments. permutations, mais aussi. Mais c'était Non, mais Robinson je et Malik parlais de Rose. Popovich dans sa Non, mais défense il y a de la contre Shaq. dissuasion, c'est ce que Oui. je veux dire. Il y a de la Il est- dissuasion, donc c'est plus Bien sûr. compliqué pour un Kobe d'aller chercher un Shaq où t'as de la dissuasion avec Robinson et Duncan que d'y aller seul. Mais pas que Duncan et Robinson, il y a aussi Malik Rose qui participe à ça. Parce Tout que à fait. Malik Rose, il est beaucoup moins fort physiquement que Shaq. Il est beaucoup plus petit que Shaq, mais Shaq, il sait que s'il l'enfonce, Malik Rose est prêt à faire faute et donc l'envoyer au lancer franc. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le seul regret par rapport à Shaq, c'est qu'il aurait dû le faire parce qu'il est pas mal au lancer franc dans cette série. Il tourne à 66%, 67% Mais même au en lancer franc. playoff, même en playoff, Shaq augmente toujours son niveau de jeu au niveau des Voilà. lancers francs. Voilà, Toujours, mais Popovich savait que Shaq avait peu de contrôle émotionnel. Il savait que le lancer franc, c'était un peu son
sa bête noire. Et il savait qu'en mettant un joueur sur lui prêt à faire faute à n'importe quel moment, le hack à Shaq, c'est Popovic hein. qui crée ça. Et ça a un peu perturbé Shaq. Et donc j'ai plusieurs situations en tête où t'as Shaq, il a Malik Rose au poste bas et il ressort sur Derek Fisher à chaque fois, ou il ressort sur un Devin Angel parce que il a pas envie de subir une faute. De toute manière, sur le game 2, pour terminer avec celui-ci, on s'aperçoit quand même que chaque finit à 10 sur 16 au shoot quand même. Donc bon, c'est quand même très intéressant. Et il est à 71% au lancer franc, il me semble, sur ce oui, match-là. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Absolument. Donc chaque fait son match en fait. Chaque fait son match. Mais en effet, on s'aperçoit que côté Lakers, il y a quand même des lacunes au niveau collectif, ça c'est encore une fois retrouvé. Maintenant pour basculer au game 3, donc il y a la réaction du champion sur le game 3. Alors pour terminer pour le game 2, le score est clair, 114-95, d'accord. Game 3, là c'est l'inverse. Est-ce qu'il faut préciser peut-être pour les auditeurs, peut-être qu'ils savent pas ce que c'est, le hack à Shaq, c'est en gros essayer de faire des fautes volontaires sur Shaquille O'Neal parce que le Shaq justement était réputé pour pas être très bon au lancer franc et donc c'était pour permettre de récupérer le ballon et en plus en face que l'adversaire ne marque et d'ailleurs pas. Popovic s'en était amusé à un match Phoenix-San Antonio. Au bout d'une seconde de jeu. Entre deux, faute sur Shaq et là Shaq il regarde Popovic mais t'es sérieux et là t'as Popovic avec les 2 pouces en l'air. Avec Budenholzer à côté en plus. Ouais, énorme. C'est mythique. Mais cette technique Akashak n'a pas forcément marché en playoff. Quand on gagne 3 titres NBA, donc à partir de là. Mais mentalement, elle a un impact sur Shaq. Mais je te jure que tu regardes, il y a des situations. Oui, mais t'as des situations où Shaq, au lieu d'enfoncer Malik Rose, il ressort parce je pense qu'il a pas envie d'aller en lancer franc. C'est pas forcément ça, de toute manière, il y est allé assez souvent, puisqu'il a quand même fait sur les 3 premiers games, il a plus de 10 fois. Mais bien sûr, il aurait donc il va quand même souvent. Mais pourquoi il a, moi, je trouve qu'il a pas assez utilisé son avantage de taille et de poids sur Malik Rose, même sur la série. Même sur la série, vu qu'il shootait 10 fois moins que Kobe Bryant. Voilà, que Malik Rose, c'est pas un pivot, Malik Rose. Non, c'est un 4. Alors sur le game 3, on a les Lakers qui l'emportent 110-95, donc concrètement, les Lakers font un premier carton de feu, avec Kobe Bryant qui en effet il est trop fort sur la série. C'est le caractère du champion. C'est le caractère du champion. Trop fort. Moi, j'insiste encore une fois non. Points, 4 rebonds, 4 passes décisives. J'insiste encore une fois non sur trop fort. Sur ce match-là, si, de toute manière là-dessus, personne ne peut parler. Sur ce match-là, les Spurs ont concrètement été toujours en retard. J'ai dit minimum trop fort 50 fois en regardant tous les matchs. Il était trop fort Il était trop fort. Et de toute façon, Kobe était trop fort. En fait, pourquoi pour considérer qu'il était trop fort avec un pourcentage pourri en fait? Moi, je comprends pas. Mais c'est Coco. Réveillez-vous, les gars. T'es face aux Spurs de Pop. Mais en fait, tu me parles de Pop, il te plante à quasiment tous les matchs, sauf le Game 6, on en parlera après. Il te plante plus de 35 points à chaque match. À chaque match. Mais t'es à 40% avec près de 5 ballons perdus. Mais t'es face à la défense de Pop. C'est pour ça que je dis. Mais oui, mais tu te rends pas compte. C'est pour ça que je dis, au-delà des mecs que vous mentionnez, les Lakers affrontaient des équipes qui étaient fortes au cours des années 2001-2002. Mais pourquoi ils étaient moins forts? Parce que Kobe a commencé à prendre une couverture qui était trop grande et il a été un élément. Il y avait des role-players. Il a été un élément à justement à ce que les Lakers soient moins forts en 2003 qu'en 2002 et 2000. Je suis désolé. Kobe Bryant a plusieurs fois mis en avant sa personne et inconsciemment, il a, entre guillemets, un peu détruit, je dirais, le collectif des Lakers. Mais attends, mais je suis un Laker fan, je peux te dire que, excuse-moi, l'adversité qu'a pu rencontrer les Lakers face aux Spurs, ils l'ont pas beaucoup rencontré lors de leur split. T'as oublié les Kings? Voilà, maintenant reprends ton micro, continue à parler. Je donne les stats. Mais que je sache, ils ont gagné ce match-là. Ils l'ont gagné. Je donne les stats du Game 3. Oui, ils l'ont gagné. Bon, bah voilà. Je donne les stats du Game 3. Si ça vous dérange pas, moi, que vous les ayez, manière même vous les donnerez. Donc, vous avez Kobe Bryant avec 39 points. À 10 sur 23. À 10 sur 23 au shoot avec 17 sur 19 au lancer franc. Donc 4 passes, 4 rebonds, 4 ballons perdus. Mais bon, après ce match-là, les Spurs ont rapidement coulé en effet, parce que le pourcentage des Spurs est quand même assez mauvais. Les Lakers se sont repris en défense avec Bruce Bowen à 1 sur 7 au shoot. Parker 1 sur 8 et Captain Jackson, Stephen Jackson, pour vous rappeler, est à 3 sur 12 au shoot. Qui est pas bon sur la série. Non, qui est pas bon, mais qui sert en défense et sur la ligne de passe, ça, il faut quand même le dire. Et la différence, c'est que les Lakers vont très souvent sur la ligne des lancers francs, 33 sur 40 au lancer franc. Donc ça fait presque 16 lancers francs de plus entre les Lakers et au Game et 4, je crois qu'ils iront plus de 40 fois encore au Game 4, au lancer franc. 45 fois. 45 on enchaîne sur le Game 4, mais si tu veux, non, mais attends, juste sur le Game 3,
Petite image sur le Game 3 que j'ai trouvé marrante, c'est Craig Sager qui va interviewer LeBron James. Il dit mais pourquoi t'es là? Il dit mais je suis venu voir Kobe parce qu'il est trop fort. Voilà, exactement. Et puis même pour aller justement dans le sens de Rafik et moi-même, ce qu'on dit depuis le début, c'est que bizarrement, c'est le match où les Lakers, donc franchement, archi dominent les Spurs. Et bizarrement, bah tu vois, t'as un Robert Horry qui a 13 points, 12 rebonds. Donc effectivement, quand les role-players font leur game, et bah un Kobe à 39 points, c'est pas si handicapant. Ouais. Au contraire, il les écrase les Spurs. Mais dès que les role-players ne font plus leur taf, bah, bizarrement, certains comme Damas se concentrent sur l'incroyable Kobe Bryant. Bon, on peut passer au Game 4. Passons en Game 4. Tu penses que ton argumentation est solide? Ah bah bien sûr qu'elle est solide. Donc si on passe sur le Game 4, bah, on a les Lakers. Alors par contre, moi je considère que ce match-là, c'était quand même coup près pour les Lakers parce que s'ils le perdaient, en effet, la série était déjà perdue depuis. Hein, et ça s'est joué à très peu de choses. Alors le score est à 95 pour les Lakers. Moi, en termes de stats, j'ai Tim Duncan qui est tout simplement exceptionnel sur la série. Il est partout. 10 sur 17, 16 sur 20 au lancer franc. Lui-même qui n'est pas forcément top au lancer franc. 36,9 rebonds, 5 passes. Manu Ginobili. Alors Manu Ginobili, comme vous le savez, sur un laps court de temps, il trouve le moyen d'être très productif. Avec un 13 points, 4 rebonds, 4 passes. Le mec, il joue 22 minutes par match. Ouais, c'est mais ça. toujours, il met ses 10-15 points accompagnés de 2-3 styles. C'est exceptionnel. 4 rebonds, 4, non, mais. Magnifique. Il est magnifique sur la série. On a, comme d'habitude, Jackson avec ses 5 ballons perdus, 5 sur 15 au shoot, donc c'est assez compliqué. Fisher, il est là. Et, Fisher, il a combien plus? 17 points, Fisher. Et là, il met des, le Fisher qu'on connaît, un Fisher qui met des gros shoots, le Fisher. Non, c'est important que les Lakers restent sur la série pour égaliser à 2-2 et t'as Kobe Bryant 10 sur 24, 14 sur 17 au lancer franc, donc très gros match de Kobe, 35 points. Ce serait trop bon. C'est le match le plus serré de la série concrètement, donc le plus plus 5 quand même. Bah le Game 5 en fait c'est une fin qui est non serrée. Oui, en fait oui, voilà, c'est la fin alors que les Lakers effectivement c'est un match au coup près. Le Game 4 je suis d'accord avec toi. Non, c'est le match, oui, de manière les scores au lance les cartons le prouvent. Mais le Game 5 en effet. Pour les gens qui suivent la NBA depuis pas très longtemps, ils doivent être un peu choqués des scores et de pas voir que ça va jusqu'au 100, 110, 120. Mais c'est la NBA des années 2000, hein. C'est comme ça, hein. C'est très défensif, c'est très physique. Et ce match, cette série en atteste totalement. Et puis, bon, on en a pas parlé, mais comme d'habitude, le Shaq qui est à 29 points, 17 rebonds, 5 passes, 4 blocs. Enfin bon, le Shaq, quoi. Alors le Game 5 va démontrer la force des Spurs encore une fois sur leur collectif défensif et offensif. J'insiste bien sur le côté défensif parce que couper les lignes de passe, ils sont quand même très très forts pour ça en termes de couverture de terrain. Les Spurs à ce niveau-là sont quand même exceptionnels et comme l'a dit Rafik, pour isoler Kobe Bryant des autres, ça a été vraiment une très très bonne stratégie et les Spurs ont mené de plus 23 dans ce match 5 ont mené de plus 23 jusqu'au troisième quart-temps. Alors même aller plus loin, je crois que c'est plus 25. Je crois que c'est plus 25 ou 26 je crois. Plus 26 ou plus 27. Je crois que c'est ça. Très très loin. Alors moi j'aimerais quand même tirer mon coup de chapeau à Phil Jackson. Pourquoi? Parce que ce match 5 comme on le savait bien, c'est un match coup près. Phil Jackson a quand même pris des mesures assez fortes au cours de ce quatrième quart-temps en laissant Shaquille O'Neal longtemps sur le banc. Il était déjà avec 5 fautes. Il avait certes 20 points au cours de cette rencontre, mais 20 points qui étaient peu significatifs au cours de cette rencontre. Et d'ailleurs, il le dit après le match, il dit il fallait que je laisse Shaq sur le banc pour revenir. On pouvait pas revenir avec Shaq. Ah bah voilà, donc il concrètement ça a été on pouvait pas revenir. Et Shaq. pour ça, ça prouve encore une fois la grandeur de ce monsieur, de pouvoir dire clairement les choses face au gros leader. Et concrètement, c'est les joueurs du banc des Lakers qui vont permettre aux Spurs de revenir dans ce Game 5 avec un Medvedenko qui a été efficace, qui a été la petite lumière du match du banc des Lakers, avec aussi Bruce Bowen aussi au rebond et à 3 points. Tu parles de de Brian Shaw, excuse-moi. Brian Shaw, ouais. De Brian Shaw. Donc Medvedenko qui a 13 points. Je sais pas si vous avez d'autres stats aussi. Il a 13 points, 4 rebonds. Voilà, son petit match de Tony Parker aussi, un très bon début de match de Tony Parker. Il fait un match à 21 points. Tony Parker quand même, il fait une belle série, Tony Parker, je trouve. Et il est très propre. Il fait une belle série, Tony Parker. On parle de Ginobili, Duncan et Bowen depuis tout à l'heure, mais Tony Parker, il est présent sur la série. Au match 2. Il bouffe Fisher. Ah ouais, surtout au match 6 que Tony Parker est excellent. On en reparlera après. Et même, mais il est handicapant un peu pour Shaq parce que les Spurs vont utiliser un peu le pick and roll, qui est une solution que Shaq déteste offensivement et défensivement pour fatiguer Shaquille O'Neal et pour profiter de un peu cette faiblesse que qu'a Shaquille O'Neal à défendre sur du pick and roll. Et aussi
comme il faut parler toujours de Kobe à chaque game, j'ai envie de parler de son cross qu'il met au premier carton à Ginobili qui est magnifique. Après avec une feinte de shoot sur je me rappelle plus qui, sur Bowen ou non pas sur Bowen ou peut-être sur Jackson. Il y a une feinte de shoot derrière, magnifique. Il a des appuis exceptionnels. Magnifique, Il a des appuis exceptionnels. Maintenant, ce qu'il faut aussi signifier par rapport à ce match-là, c'est que Kobe Bryant fait 3 premiers cartons pas forcément très intéressants. C'est à la fin du 3e carton qu'il se réveille, ainsi qu'au 4e, où il met 24 points. Même sur toute la deuxième mi-temps, mais c'est surtout au dernier carton qui a été vraiment les Spurs reviennent. Les Lakers. Oui, les Lakers, excuse-moi, les Lakers, ils reviennent, ils gagnent le 4e carton 30-16 quand même. Il faut le faire. Et dans les dernières secondes. Et Robert Horry, qui est d'habitude monsieur 3 points. D'ailleurs, l'an passé, ça s'est vu par rapport à Big Shot Rob. Big Shot Rob. Par rapport à la série face aux Kings. On parlait des Kings, ouais. Et qui, au 2003, malheureusement, rate. In and out. Il faut voir ce shoot, c'est incroyable parce que Kobe prend la balle, on est sûr qu'il va essayer de forcer, mais non, l'intelligence du grand Kobe Bryant qui la passe à Robert Horry, qui est seul à 3 points, Big Shot Rob qui shoot. In and out. Elle rentre, elle ressort, et t'es là. Et en fait, c'est marrant de voir la réaction des joueurs des Spurs parce que ce match a été tellement dur et surtout ce 4e carton pour eux a été tellement dur, ils n'arrivent même pas à célébrer. Ouais. Ils sont encore dans le match, ils sont encore à avoir limite peur de se faire remonter comme ça parce qu'on les sent, les Spurs qui sont complètement. Tout le monde voyait le shoot rentrer. Tout le monde voyait le shoot rentrer. C'est du soulagement. C'est plus du soulagement que de la victoire, concrètement, ce match 5. C'est plus tu sens que même Tim Duncan dans le visage a fait. Parce que la série elle est totalement tournée. Si les Lakers gagnaient ce match-là, le match 6 aurait une toute autre énergie par rapport à l'approche du match 6. D'ailleurs, le score le dit très bien par rapport au game 5, 96-94 pour les Spurs. Et pour le match 6, alors moi je me suis permis, j'ai pris plus à la loupe parce que c'est concrètement le match de la fin de la domination des Lakers. On a un premier carton où on a un Tim Duncan exceptionnel. Il a 15.7 sur 8 au shoot. Concrètement, Robert Horry ne voit rien. Et d'ailleurs, les Spurs ont un pourcentage au shoot qui est très élevé au niveau, notamment de la première mi-temps, et surtout au niveau du premier carton, notamment du l'exemple de Duncan. Et même Stephen Jackson qui commence enfin à se réveiller pour ce match 6 au niveau du scoring. Mais concrètement, les Lakers... T'as aussi Tony Parker, 27 points de Tony Parker. Bien sûr, Tony Parker. Parce que c'est Duncan le premier carton, ensuite c'est Tony Parker deuxième carton, tout à fait. Et après c'est Duncan troisième carton. Il y a eu une alternance du rôle du leader offensif chez les Spurs. Et bon voilà, donc dans ce match-là, Horry qui termine, qui ne marquera pas un 3 points dans cette série. C'est pas en vouloir à Kobe qui fait son plus mauvais match de la série avec un 20 points. Shaq qui était très revanchard par rapport au game 5, il voulait sortir un gros match, 31 points, 10 rebonds parce que ça l'a un peu touché. De toute façon lui c'est facile de le vexer, tu le mets sur le banc, il est vexé. Et encore Medvedenko qui met des points importants c'est pas qu'à la fin, pas que dans le garbage time, mais dans le deuxième carton, deuxième et troisième carton, tout à fait. Il met des points. Et voilà, c'est Devin George, Robert Horry qui passe encore une fois à côté Devin George qui passe totalement à côté de la série, qui n'a pas du tout le même impact physique qu'il avait lors des années précédentes. Ça, c'est l'image de lui pendant les matchs, mais en fait il sait pas jouer au basket dans la série. Il sait pas jouer au basket. Il est absent. Concrètement, les role players concernant les Lakers sont passés à côté, sont passés à côté au travers de cette série. Et c'est là où, pour moi, Popovich a gagné le duel contre Phil Jackson. C'est pas parce qu'il y a eu 4-2 pour les Spurs, c'est parce que Popovich a réussi à faire jouer des Claxton, des Willis qui ont mis quelques points par-ci par-là, alors que Phil Jackson a fait jouer Medvedenko que à partir du game 5 et game 6. Mais pour même appuyer ce que tu dis, alors par rapport à Medvedenko, il n'y en avait pas forcément besoin au cours du game 3 et 4, vu que les Lakers sont entre guillemets l'emporter. Mais c'est vrai qu'il avait pas de temps de jeu, il jouait n'en avait pas. Après, pour donner du crédit à Phil Jackson, c'est qu'il a quand même réussi à placer les Lakers en position de gagner pour le Game 5. C'est fort ce qu'il fait Phil Jackson. C'est pour ça que moi, avec des joueurs justement qu'on n'attendait pas, en plaçant longtemps sur le banc Derek Fisher, parce que Brian Shaw joue longtemps également sur le Game 5 au travers du 4e carton, et bien entendu Stanislas Medvedenko. Et sur le Game 6, là où il faut tirer coup de chapeau, et je te rejoins Rafik par rapport à Popovich, c'est par rapport au rôle des joueurs du banc des Spurs. Claxton, il se permet de faire des passages en force et également des interceptions au cours du deuxième carton qui sont très intéressants. Malik Rose au rebond et au shoot à mi-distance. Et son travail sur Shaq. Et bien entendu, alors Shaq était sur le banc, donc là il était pas concerné, mais sur la série, là je parle du game 6. Et en effet, et bien entendu, parler de Monsieur Ginobili.
parce que chaque pénétration qu'il fait, il ressort pour la ligne extérieure derrière. Et sur ça, concrètement, ce match-ci, ça a été un blowout. Ça a été un blowout. Ah, je vous avais, moi, Parce je que vous laisse parler depuis tout à l'heure, parce que moi, je sais que t'es blessé. Je sais que t'es blessé. Le buzzer de Tony Parker, troisième quart-temps, il fait mal. Il fait mal. J'essaie de l'occulter de mon esprit, ce match. Mais pour terminer avec cette série au match 6, on a Kobe Bryant qui en effet finit avec 20 points, 7 ballons perdus. Concrètement, c'est très compliqué. Le match 5, de toute façon, a pourri mentalement les Lakers. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce shoot raté de Robert Horry, où vraiment, comme tu dis, il y avait un vrai impact psychologique. Je pense que c'est ça qui s'était joué d'avance limite sur ce Game 6, quoi.